Je pense que sa stratégie, effectivement, est de pousser le populisme dans ses extrêmes parce qu'il voit que ça marche. Vous avez parlé du mur qu'il a suggéré de construire à la frontière du Mexique. Ce que vous n'avez pas précisé, c'est qu'il veut aussi que les Mexicains payent pour ce mur. Donc c'est complètement extravagant. Et lorsque les sondages... Oui, il a dit que c'est le Mexique qui va payer pour ce mur. Donc ça fait partie, soi-disant, de son programme. Mais quand on demande aux électeurs républicains est-ce que vous pensez vraiment que c'est sérieux, ils disent non. Mais on sait que c'est pas sérieux, mais on en a marre, comme vous l'avez dit, des politiciens de Washington. Donald Trump a prouvé sa capacité à garder de l'argent, c'est un bon homme d'affaires. Et je pense qu'il est là aussi une façon de réagir, la frustration des républicains vis-à-vis de l'administration Obama. Et lui se place effectivement dans le contraire du politiquement correct, en tenant les propos les plus choquants, les plus outrageants. Et c'est ça qui fait sa popularité. Alors que Jeb Bush, par exemple, que le considérait comme le frontrunner jusqu'à présent, il est considéré aujourd'hui comme trop et surtout comme trop fade. Alors que lui, il provoque, et c'est ça qui fait sa popularité. Maintenant, la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce que l'électorat républicain va continuer à jouer ce jeu avec ce clown, il faut bien le dire, ou bien s'ils vont se ressaisir au dernier moment, parce que s'ils élisent Donald Trump, ça veut dire qu'ils font rentrer Hillary Clinton à la Maison-Blanche, c'est évident. Donc la question de savoir, est-ce que les républicains, est-ce que l'électorat républicain... Il n'y a aucune chance qu'il soit élu pour vous, président des États-Unis? Il est trop controversé. Je veux dire, la population américaine aujourd'hui, dans son ensemble, pas l'électorat républicain, mais quand vous prenez aujourd'hui la population américaine dans son ensemble, qui est une population beaucoup moins WASP, beaucoup moins blanche, beaucoup moins âgée et beaucoup moins anglo-saxonne qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans. Beaucoup moins républicaine. Et beaucoup moins républicaine. Oui. Pour les républicains, ce serait un suicide politique de merde Donald Trump, parce qu'il va faire fuir tout l'électorat hispanique, l'électorat afro-américain, l'électorat, enfin, les femmes, tout l'électorat dont les républicains ont besoin. Ils ont besoin d'un candidat consensuel. Donc mettre Donald Trump, c'est vraiment faire un cadeau à Hillary Clinton. Et la question de savoir véritablement... C'est pas mal. Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais en tout cas, la question de savoir si l'électorat républicain va se réveiller au dernier moment ou pas. Imaginez Donald Trump, commandant en chef de l'armée américaine. Parce que le président est le commandant en chef. Est-ce que les Américains... Je ne suis pas là en train de plaidoyer pour lui. Il y a un autre phénomène. Alors, on parle de l'impulsivité de Donald Trump, mais on a l'importation, encore une fois, que ces dérapages sont contrôlés. Oui, il n'est pas vraiment impulsif. Mais là, sur la question de l'islam, parce que c'est le thème de son nouvel dérapage, on a eu l'occasion de dire dans ce même studio qu'il y avait un problème, si vous voulez, dans le rapport des États-Unis face à la menace djihadiste, face à la menace terroriste. Parce que aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est un principe sacro-saint, et donc qui concerne également les tendances les plus extrémistes, qu'elles soient politiques ou religieuses. Et ce n'est pas considéré comme incitation. Et ce n'est pas considéré comme incitation à la haine. Donc il y a vraiment un travail au niveau du contre-espionnage américain, de la lutte antiterroriste, qui va peut-être à l'encontre de la culture politique américaine, malgré l'héritage du Patriot Act de George Bush, qui est aujourd'hui oublié par des années d'administration démocrate. Donc il y a un véritable défi. Comment la société américaine peut ou non tolérer des manifestations d'extrémisme religieux, surtout lorsqu'elles proviennent d'une religion qui est assez nouvelle dans la société américaine. Et là-dessus, on peut reprocher à Barack Obama d'avoir trop tergiversé dans sa condamnation de l'intégrisme et du terrorisme djihadiste et islamiste. Et donc, Donald Trump a là perçu une faiblesse, peut-être un espèce de ventre mou dans l'éthos américain vis-à-vis de ce genre de phénomène. Non, c'est pas tout à fait. C'est-à-dire, il y a pas mal de musulmans aux États-Unis parmi les Afro-Américains. Et donc, c'est pas un phénomène totalement nouveau. Seulement, l'islam chez les Afro-Américains, il a un visage un petit peu particulier et qui n'est pas forcément le même que l'islam d'origine asiatique ou arabo-musulmane. La majorité des leaders, par exemple, islamiques aux États-Unis se rencontrent avec les rabbins. Il y a eu, il y a un certain temps, lorsque on avait lorsque Michael Oren était l'ambassadeur aux États-Unis, il a réuni 80 leaders, les imams les plus remarquables aux États-Unis à l'ambassade d'Israël. Ils ne sont pas anti-juifs, ils ne sont pas anti-chrétiens, ils ne sont certainement pas anti-israéliens. Donc, ce n'est pas le même islamisme que l'on voit aujourd'hui en Europe et ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion de ce qui est en train de se passer en Europe et qui pourrait arriver aux États-Unis? Ça m'étonnerait.
Je pense qu'il faut bien comprendre que l'immigration vers les États-Unis est beaucoup moins musulmane que celle vers l'Europe. L'Europe a une grosse immigration d'Afrique du Nord, de Turquie, du Pakistan, et aux États-Unis et de Syrie, bien entendu récemment. Et aux États-Unis, c'est différent. Il y a eu beaucoup d'immigration des pays hispaniques, des pays asiatiques. Et c'est vrai qu'il y a un islam qui existe aux États-Unis, mais qui est beaucoup moins voyant qu'il ne l'est en Europe. Par ailleurs, aux États-Unis, c'est quand même une économie profondément capitaliste, et donc il n'y a pas, je dirais, ce système qu'on a en Europe, en France et dans les pays scandinaves et ailleurs, d'un État-providence qui permet à certaines familles d'immigrants d'abuser parfois de ce système très généreux. Aux États-Unis, il faut travailler. Et le travail crée une intégration de facto. On voit que cette intégration, souvent, n'a pas lieu en Europe, justement parce qu'il n'y a pas d'intégration dans la vie du travail, dans la vie professionnelle. Aux États-Unis, cela se fait quasiment automatiquement parce que c'est une vraie économie capitaliste. Alors, le président Obama, quand il avait parlé dans son fameux discours du Caire en 2009, avait voulu embellir un peu l'histoire de l'islam aux États-Unis, etc., en pensant amadouer, je dirais, ses relations avec le monde musulman. On voit aujourd'hui où en sont ces relations entre le monde musulman et les États-Unis, en particulier au Proche-Orient. Mais c'est clair que lorsque l'électorat américain, lorsque le public américain voit ce qui se passe en France, à Paris, au Proche-Orient et maintenant avec ces attentats en Californie, alors cela, bien entendu, fait ressurgir cette intolérance. Dror a parlé de ces sondages, qui parlent, je crois qu'il a dit 56%, n'est-ce pas, d'Américains qui disent que l'islam est incompatible, d'après eux, avec le mode de vie américain. Mais au bout du compte, les États-Unis sont essentiellement une société de libre parole, d'expression libre, et surtout de séparation totale entre l'État et la religion, et la liberté religieuse est considérée comme fondamentale aux États-Unis. Donc je pense qu'avec le temps, cela se calmera, mais c'est sûr que les attentats, les récents attentats et la situation au Proche-Orient ne font que rajouter au moulin de Donald Trump, à son populisme et à sa popularité. Je crois qu'en fin de compte, quoi